le vide autour, il n'y a pas de filin pour le retenir, il n'y a aucun artifice ici, hein. C'est le vide absolu, et pourtant ce vide est plein des lois de la nature, avec lesquelles lui doit composer. Ce vide témoigne, en un sens, de toutes les contraintes physiques qui s'appliquent à lui comme à nous, et qu'il arrive non pas à subvertir, mais à repousser jusqu'à une limite qu'il ne dépasse pas. Oui. Évidemment, le vide, et en même temps, ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est un instant. On sait qu'il est parti et qu'il va retomber. Et donc, en un sens, c'est un vide spatial et aussi un petit peu temporel, une sorte de suspens. Et ce qui prouve bien, d'ailleurs, l'un des problèmes de la liberté, peut-être qu'il faut sortir de l'alternative entre sommes-nous libres ou ne nous sommes-nous pas du tout ou bien tout le temps. Est-ce que l'homme est libre ou bien déterminé en somme? Voilà. Peut-être qu'on est libre par moment, par des moments de pointe ou de grâce, par des moments où on met en œuvre toutes les puissances d'un corps, toutes les puissances du monde, y compris ce vide qui nous permet la liberté. S'il n'y avait pas de vide, il n'y aurait peut-être pas de liberté. Donc ce mouvement dans un vide, et en même temps, les mettre en œuvre dans des actes exceptionnellement libérateurs aussi. Ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est la manière dont sa liberté se communique au spectateur. C'est-à-dire que toute liberté est en un sens contagieuse. Et heureusement, c'est le lecteur de Bergson qui parle. Le lecteur de Bergson parle dans l'idée d'une liberté qui accomplit exceptionnellement dans certains actes une singularité dans le monde, et en même temps, en effet, l'idée qu'une liberté est contagieuse, il nous prouve que c'est possible. Effectivement, hein, on est incapable de faire comme lui, mais on sent tous un mouvement naissant, comme disent les psychologues du début du XXe siècle, un mouvement naissant pour faire comme lui, et donc oui, c'est contagieux, l'homme qui brise ses chaînes donne à tout le monde l'envie de les briser. Et puis il y a aussi autre chose, je ne suis pas sûr qu'il brise véritablement les chaînes, parce qu'il est encore soumis à la pesanteur, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que, enfin, en tout cas... Oui, il ne les brise pas, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'il en fait quelque chose que nous ne pourrions pas faire. Il ne brise pas les chaînes de la pesanteur comme loi générale, mais il brise les chaînes de notre lourdeur, disons, par rapport à sa légèreté. À sa légèreté. Il y a aussi quelque chose d'étonnant, c'est que, je crois que c'est une métaphore de Kant qui parle de l'air vécu par la colombe comme un obstacle à sa trajectoire dans le ciel. En somme, elle sent la résistance de l'air, et en même temps, l'air est la condition même du vol. C'est-à-dire que ce qui peut être vécu par nous comme un obstacle peut également être vécu comme la condition sine qua non de ce que nous faisons. Oui, c'est l'idée effectivement. Alors est-ce qu'il s'appuie sur l'air ici? Est-ce qu'il rend l'air en quelque sorte solide? Je ne suis pas sûr. C'est surtout ce point de départ. Enfin, on sent qu'il a décollé. Et on sent qu'il va retomber. C'est très important qu'on voit que la liberté est un arrachement, qui est à la fois une grâce et un effort. Au fond, peu importe. Hein, une des grandes controverses dans la liberté, c'est de savoir si ça me vient tout seul ou bien si je dois travailler pour l'obtenir. Là, c'est tellement pur que ça dépasse l'alternative de la grâce ou de l'effort. Mais en même temps, c'est quand même important qu'on voit qu'il va retomber. C'est pas Superman, justement. C'est pas Superman. Est-ce que c'est le contraire? Je ne sais pas. Venez avec moi, parce que dans les deux images qu'on vient de voir, Superman ou Nureyev, on est en présence d'une liberté qui est une expérience individuelle. Un rapport à soi, un rapport aux contraintes qui nous entourent, qui nous déterminent, qui nous empêchent, et en même temps qui permettent ce qu'elles interdisent dans le même mouvement. Mais c'est la liberté comme une expérience individuelle, liberté qui nous permet d'interroger la possibilité du libre arbitre, de réfléchir dessus. Oui, on n'a peut-être pas d'ailleurs vu toutes les possibilités encore, non, hein, non, parce ça, que c'est sûr. Pour l'instant on a vu la liberté avant tout comme puissance corporelle, mais pour un auteur comme Kant par exemple, ce qui me rend libre, c'est en moi la loi morale, c'est la capacité d'être totalement indépendant du monde dans mes choix et de ne m'appuyer que sur la loi pure et la raison. Et en fait, c'est ça la véritable autonomie, selon un penseur comme Kant, c'est l'idée que dans mes choix, je ne dépends de rien d'autre que de ce que je dois vouloir. Or, à l'échelle collective, ce qui est intéressant avec Kant, justement, c'est qu'à l'échelle collective, il n'est d'autre liberté, on ne revendique pas d'autre liberté. Ici, on a une manifestation de moines bouddhistes à Rangoon, une image extraordinaire. On est en 2007. C'est les émeutes en Birmanie. Voilà, ce sont des moines bouddhistes qui manifestent. Alors, ce qui est étonnant ici, indépendamment de la violence, d'une revendication légitime, la junte birmane qui écrase ses administrés, il y a également le fait qu'un moine bouddhiste, a priori, ne se fait pas la même conception de la liberté qu'Emmanuel Kant ou que René Descartes, d'une liberté qui transcenderait l'ordre des choses. Et pourtant, c'est bien celle-là qu'il demande. Moi, je dirais, dans cette image, il y a les 3 degrés ou les 3 formes de la liberté.
Parce qu'il y a évidemment une image de la liberté intérieure. L'image qu'on se fait d'un moine bouddhiste, c'est quelqu'un qui est libre par détachement du monde, libre par l'intériorité. On le voit bien dans leur habillement même, ils se sont coupés du monde. Mais là où on voit que cette liberté ne suffit pas, c'est qu'elle doit aussi s'exprimer dans l'espace. Et donc comme Nureyev et comme Superman, en un sens, il leur faut la liberté de mouvement, la liberté de manifester, qui est au fond dans le terme même une superbe expression. Liberté de manifester, c'est la liberté tout court, de se manifester dans le monde. Puis évidemment le troisième degré de la liberté, dont on voit maintenant qu'il conditionne peut-être les deux autres, c'est la liberté avec les autres et pour les autres, et dans un cadre moral, social et politique. Le moine ici, non seulement il n'est pas tout seul, mais il ne manifeste pas pour lui, il est évident qu'il manifeste aussi pour ce jeune homme qui lève les mains, pour ce jeune homme dans ce brouillard, contre cette violence. Et donc, en un sens, il n'y a pas de liberté solitaire et qu'on est... Ici, il y a violence contre violence. La violence, c'est la violence d'État, qui est une violence illégitime, puisque c'est un régime dictatorial. Et il y a la violence des manifestants, la revendication par la violence d'une liberté. Violence qui est finalement la seule réplique, la seule arme, en l'occurrence, d'une liberté bafouée. Dans un régime tyrannique, on n'a pas les moyens de se demander si la liberté, c'est le libre arbitre ou pas. Quand on ne dispose pas du libre arbitre, nous avons, vous et moi, les moyens de nous dire qu'on fait ce qu'on veut, en un sens. La loi est là, en démocratie, pour garantir, préserver cela. Ici, la loi ne le permet pas, de sorte qu'on est en amont, finalement, d'une réflexion critique sur le libre arbitre. C'est la question, effectivement, la liberté politique. D'une certaine façon, la tyrannie impose des actes à des citoyens qui ne peuvent pas y avoir consenti, de quelque manière que ce soit, ne serait-ce que par l'expression d'un vote qui transfère, qui délègue le pouvoir de commander à la société dans son ensemble. La tyrannie, c'est le pouvoir qui m'impose des actes auxquels donc je n'ai absolument pas le moyen d'avoir consenti, en quelque sorte. Et donc la question est de savoir si on a le droit de lutter violemment contre la tyrannie. Je dirais ici deux choses. D'une certaine manière, il y a une capacité de résistance, et d'autre part, une capacité de résistance orientée par la liberté. Donc une chose deux fois limitée. Négative contre une tyrannie, donc une sorte de légitime défense, en quelque sorte, mais aussi positive, c'est-à-dire pour un régime qui lui-même instaurera la liberté. Et là, il faut bien voir que la loi politique, tout comme la loi morale, me commande. C'est-à-dire que tout commandement n'est pas contraire avec la liberté. Quand on me commande au nom d'un choix que je peux faire, au nom d'un consentement que je peux donner. Donc être condamné par un juge dans un régime dictatorial ou dans une démocratie n'a pas le même sens. Parce que dans une démocratie, on peut me condamner avec le consentement qu'en théorie au moins je donne à la loi qui me condamne. Ici, c'est le lecteur de Camus qui parle. C'est l'homme révolté qui dit non, mais qui, en amont du non qu'il dit, affirme quelque chose. La question de la liberté se complexifie. On reste dans une liberté collective ici, avec les deux dernières images. On reste dans une liberté au sens collectif, puisque c'est la liberté du citoyen, comme la liberté du consommateur, dans un régime démocratique. Là, c'est un hypermarché en France. Et là, ce sont les bulletins de vote pour la présidentielle de 2007. Ici, la liberté est entravée non pas par une tutelle coercitive d'État, dictatoriale, etc., mais la liberté est rendue complexe en ce qui concerne par exemple le consommateur, j'allais dire par l'embarras du choix qui, en l'occurrence, débouche sur le choix de l'embarras. C'est-à-dire, et puis surtout par le phagocytage d'un désir. Le fait que la publicité vous donne un désir qu'ensuite un supermarché vous permet d'exaucer, de sorte qu'on ne sait pas si on est véritablement l'origine de son désir. Quelle différence y a-t-il, Frédéric Worms, entre un consommateur qui hésite devant des rayons de yaourt, et un électeur, c'est-à-dire la même personne, qui hésite devant les 12 bulletins des 12 candidats aux élections de 2007 ? Évidemment, c'est une confrontation d'images très frappante. Parce que les deux éléments sont de la démocratie. Liberté ici, liberté ici. Enfin, c'est une confrontation d'images. Vous l'interprétez en disant les deux sont de la démocratie, mais beaucoup de gens vont l'interpréter dans le sens absolument inverse, et en pensant que la démocratie n'est qu'une manipulation, une fausse liberté purement formelle. Un choix entre des bulletins, comme on choisit entre des yaourts, et au fond, pour choisir un produit comme un autre, et donc une manipulation totale de ma liberté. Et donc ce qu'il faut répondre, c'est qu'effectivement, il y a ici
un premier point commun, il y a un piège et il faut aller plus loin. Il y a un premier point commun qui est l'aspect formel de la liberté. Être libre, c'est en effet avoir le choix. Avoir un choix non empêché, permettant de satisfaire un besoin fondamental, une relation de pouvoir ou bien une consommation vitale. Mais en même temps, ce choix, le choix du yaourt, il est dicté par la meilleure publicité. Le choix du candidat, il est dicté par des déterminations sociologiques ou la meilleure image. Mais